Merci, monsieur le directeur. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci pour votre accueil. Alors, je suis très heureux d'être là. C'est très compliqué pour aborder le sujet d'aujourd'hui parce que je ne sais pas comment introduire mon propos. Alors, je vais essayer d'être organisé et puis je ne manquerai pas, si vous le souhaitez, de répondre à vos questions. Vous donner d'abord quelques chiffres pour que vous mesuriez un petit peu dans quelle mesure les éléments se sont déchaînés à Trèbes dans la nuit du 14 au 15 octobre. Le fleuve Aude était à 36 cm à minuit et demi, et à 5 h du matin, il était à 7,65 m. C'est pour vous donner un petit peu l'ampleur de la catastrophe et que vous puissiez mesurer la difficulté qui a été la nôtre. Alors, si vous le permettez, je vais revenir d'abord sur une chronologie que je vais essayer de faire la plus succincte possible. Les premières informations nous arrivent le dimanche matin. Le dimanche matin, nous avons une vigilance orange et un message de la préfecture nous informant qu'une vigilance orange est en cours sur le secteur, avec un phénomène méditerranéen comme nous en avons régulièrement à ces périodes-là, et nous annonce entre 100 et 120 mm de précipitation. Pour ma part, j'étais l'après-midi au stade. Je salue mes amis italiens. Mi dispiace, io sono milanista. Et il y avait un fort vent marin ce jour-là, mais on appelle le vent d'Autun chez nous, très très fort. Et rien ne laissait percevoir des précipitations très fortes. Donc nous avons activé notre plan communal de sauvegarde aux alentours de 18 h et nous avons eu une réunion en mairie avec les personnes qualifiées de permanence, les sapeurs-pompiers, les policiers municipaux, les agents techniques, les élus. Et bien sûr, nous avons lancé une première vigilance toutes les heures à partir de 19 h en prévenant les personnes sur la ville qui étaient dans des situations ou dans des localisations assez difficiles. Alors, je vous passe des détails. C'était un dimanche soir, donc les écoles n'étaient pas surveillées, les lieux publics non plus. Nous avions que l'EHPAD et quelques familles qui étaient isolées. Et à partir de minuit et demi, le plan communal de sauvegarde était activé, bien sûr, dans des proportions plus vite. Mais vous savez, lorsque il tombe des trombes d'eau dans des proportions aussi fortes, lorsque les communications sont coupées, lorsqu'une partie de l'électricité est coupée, lorsque vous êtes confronté à des éléments aussi violents et que vous vous retrouvez au centre de ce phénomène-là, vous avez, dans un premier temps, à l'esprit de protéger les populations. Et paradoxalement, la meilleure façon de protéger les populations, c'était surtout pas de les affoler. Le risque eût été d'avoir des centaines et des centaines de personnes dans les rues pour alimenter un vent de panique qui aurait été encore plus mortifère que celui qui a été. Donc je vous passe cette nuit d'horreur. Et dès le lendemain matin, pour en revenir au propos et au sujet, monsieur le directeur, un formidable élan de générosité. Quelque chose sans précédent s'est mis en place autour de la ville de Trèbes et autour du territoire, avec bien sûr les professionnels, au premier rang desquels les pompiers, qui ont œuvré dans des proportions professionnelles et humaines hors du commun, la sécurité civile, la Croix-Rouge et des tas d'associations. Je salue M. Fréjac et Partagence qui est dans la salle. Vous dire que je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé à ce genre de choses. Tout comme les attentats, être confronté à des cataclysmes météo aussi violents, tant que vous ne l'avez pas vécu, il est difficile de l'appréhender correctement. Et moi, mon témoignage aujourd'hui, il est surtout pour... je suis convaincu d'une chose. Je pense que notre responsabilité à tous, elle est dans l'information. Notre responsabilité à tous, elle est dans la capacité que nous aurons à dispenser cette culture du risque et faire en sorte que nos populations aient conscience qu'en fonction des territoires où ils habitent, ils sont potentiellement en danger par rapport au déchaînement des éléments. Et je ne j'évoque même pas les attentats avec vous, puisque au travers des attentats qui se sont déroulés à Trèbes, nous savons tous maintenant
que le monde rural n'est plus à l'abri de ce fanatisme, enfin du fanatisme quel qu'il soit. Donc, moi, ce que je pense, avec beaucoup de sincérité, c'est que nous devons à la fois faire preuve de beaucoup d'humilité parce que lorsque la nature se déchaîne dans des proportions aussi importantes, il est difficile de faire face. Donc, il faudrait anticiper les choses en ayant de notre côté des informations beaucoup plus claires pour communiquer à nos populations des informations importantes et surtout éduquer nos populations. Et cette éducation, monsieur le directeur, elle commence, me semble-t-il, à l'école, bien sûr, mais pas que. Pas que. Je crois que les populations les plus fragiles, je pense à nos aînés, je pense aussi à nos actifs. Et je discutais avec mon collègue maire tout à l'heure, je suis très admiratif du travail qui a été fait le long du Rhône par rapport à ces réserves citoyennes. Moi, je suis très curieux et très friand de ça pour à la fois sensibiliser nos populations et leur expliquer que, en fait, la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des professionnels, bien entendu, c'est l'affaire des élus surtout, mais c'est aussi l'affaire de n'importe quel citoyen pour qu'il s'implique. Et je crois que, vous savez, notre République souffre beaucoup actuellement. Elle souffre beaucoup par tout un tas de mouvements, par tout un tas de populisme exacerbé. Mais je crois que la citoyenneté, c'est aussi prendre en compte la fragilité des uns et des autres et se soutenir mutuellement. Et je crois que ça fait partie des valeurs de notre République et je crois que, modestement, le message que nous devons faire passer, nous les élus, c'est ça. Être animé de cette force de résilience, parce que croyez-moi, lorsque vous vivez l'année 2018, comme les habitants de Trèbes ont vécu, avec le traumatisme psychologique d'un attentat et avec les traumatismes peut-être encore plus forts des inondations, si vous n'êtes pas en capacité de mobiliser des forces morales pour vous relever de ça, je vous garantis que c'est extrêmement difficile. Et tout ça, c'est fait. Alors, je ne vous dis pas que tout est formidable et que nous avons réussi dans notre cheminement à renverser tout ça, mais nous avons pu y arriver grâce à l'appui de tous. Et mes remerciements, je vous assure, ils sont très sincères parce que lorsque dès le lendemain matin, vous avez les membres de la Croix-Rouge, de la sécurité civile, des pompiers, des anonymes envahir votre ville. La ville de Trèbes, c'est 6000 habitants. Nous avions, le mardi matin, plus de 4000 personnes dans les rues de Trèbes qui étaient là pour donner un coup de main. Alors, cet élan de générosité, il est à la fois salutaire, émotionnellement, il vous transporte, et après, très vite, vous devez vous rendre à l'évidence, il vous faut l'organiser. C'est ça. Organiser l'action des bénévoles et des professionnels, c'est un travail colossal. C'est-à-dire que, enfin, je parle devant des personnes convaincues, il a fallu faire manger tous ces gens-là. Il a fallu les faire dormir. Il a fallu que nous soyons en capacité de les accueillir du mieux possible. Et tout ça, je l'ai fait grâce à une équipe autour de moi. Je ne suis que la partie visible, on va dire, de l'iceberg, mais vous savez, la ville de Trèbes a été mise en avant par rapport à tout un tas de choses. Elle a été médiatisée, je disais à mon collègue maire, presque trop, parce que les inondations de l'Aude sont devenues les inondations de Trèbes. Il y a eu plus de 100 communes qui ont été touchées dans l'Aude. Trèbes fait partie de cette centaine de communes. On a été très fortement impactés, mais nous ne sommes pas les seuls. Et cette médiatisation, j'aimerais la mettre au service aujourd'hui de l'ensemble des populations pour expliquer que notre rôle, encore une fois, c'est de dépasser l'émotion et d'être en capacité de devenir des professionnels pour organiser les secours et mettre tout en œuvre pour que les pompiers, les forces de l'ordre, les associations puissent travailler dans les meilleures conditions. Alors je salue mon directeur de la sécurité qui est dans la salle, qui a eu un rôle exceptionnel parce que ça peut vous paraître anodin, mais je vais revenir pour le jour des attentats. Je suis hors sujet, monsieur le directeur, vous ne m'en voyez pas. Vous m'en voulez pas. Vous savez, le jour des attentats, vous apprenez la nouvelle en fin de matinée. Dans une petite ville comme la nôtre, comme partout en France, ça a été une onde de choc terrible. La ville a été envahie par
les forces de l'ordre, par le GIGN, les brigades antiterroristes, et vous avez l'impression que vous vivez, vous savez, dans des super productions hollywoodiennes, où vous avez des hélicoptères partout, vous ne savez plus où vous êtes. Et tout de suite, la police judiciaire arrive et a besoin de s'installer. Et je vous dis ça, c'est une anecdote qui m'avait beaucoup touché. Le directeur de la police judiciaire est venu nous voir quelques semaines après en nous disant « Monsieur le maire, je viens vous voir pour que vous puissiez remercier l'ensemble de vos collaborateurs, élus et agents. » Alors je lui dis « Mais merci, pourquoi ?» De la façon dont vous nous avez reçus. En fait, je crois qu'au travers de cette anecdote, on met en lumière un petit peu ce que nous devons au minimum à celles et ceux qui viennent nous secourir. C'est les accueillir. Et cette éducation-là, je crois qu'elle fait partie des formations que vous réalisez, monsieur le directeur, et elle nous incombe aussi à nous pour éduquer nos populations. Et je suis, encore une fois, je reviens vers vous, monsieur le maire, je suis vraiment très curieux par rapport à cette réserve citoyenne. Ça va nous permettre deux choses chez nous. Un, de responsabiliser tout le monde, de faire en sorte, comme je vous le disais précédemment, que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et deux, de pouvoir constituer une vraie armée opérationnelle et de prendre les choses en main, parce qu'il n'y a rien de tel que de subir les événements. Et la citoyenneté, c'est tout sauf subir les événements. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne suis pas trop sorti du sujet. Et bien sûr, je suis à votre entière disposition si vous avez des questions. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur le maire. Prenez la parole. Nous prendrons quelques questions à l'issue du propos. Je vois Kroll, Isérois, qui réagit déjà. Merci. Monsieur le vice-président, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci, mon colonel, de nous recevoir dans votre établissement. Merci, monsieur le président d'IRMA et monsieur le directeur, de me permettre d'aborder quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'implication citoyenne. Alors, elle me tient à cœur parce que je suis maintenant un vieux monsieur, mais j'ai été officier des sapeurs-pompiers volontaires et surtout, j'ai réussi à monter en 2006 la réserve communale de Narbonne, qui était la seconde réserve communale de France. Alors, moi, mon intervention sera surtout pour expliquer ce que j'ai rencontré comme difficulté. Et puis, fort heureusement, il y a eu de bons moments grâce à des personnes comme M. Ménassier qui nous ont bien aidés, avec notamment son responsable de la sécurité. Alors, je ne reviens pas sur les conditions de ces inondations, sur leur ampleur. Tout a été dit, et ça a été répété tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était une crue exceptionnelle. Premier souci, en ce qui concerne la protection civile, qui, entre parenthèses, est une vieille dame, puisqu'elle a été créée par Pompidou, à la demande du général de Gaulle, pour pouvoir faire suite à la défense passive de la guerre. Elle est forte actuellement de 32 000 volontaires. Donc, la protection civile intervient, mais elle intervient avec du retard. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis avisé par Vinci Autoroute le lundi matin, vers 1h du matin, dans le cadre du partenariat que nous avons avec Vinci, qu'il y aura des risques pour que l'autoroute soit coupée du fait d'une crue. Il est 1h30 du matin. 4h30 de cette même nuit, je reçois un appel du chargé de sécurité de la ville de Carcassonne, avec laquelle nous avons aussi un partenariat, qui me dit « Préparez-vous à intervenir, on va certainement ouvrir des centres d'hébergement à la suite d'une crue. » Moi, la crue, j'en ai entendu parler un petit peu la veille, nous sommes en situation orange. 6h30 le matin, coup de fil de la préfecture pour me dire « Attention, ça a basculé, nous sommes en rouge plus, il faut vraiment qu'on ait du monde sur place. » Alors j'ai voulu comprendre pourquoi ce retard, en interrogeant la météo. Et on m'a dit qu'en fonction des éléments obtenus, il y avait un canevas. Et ce canevas permettait d'alerter les uns et les autres. Sauf qu'un canevas, parfois,
n'est pas celui que l'on pense. Et ils ont été dépassés par les conséquences possibles avec les éléments qu'ils avaient au départ. Ça a été le premier inconvénient. Second inconvénient, c'est que nous sommes basés sur des sites comme Carcassonne, comme Limoux, comme Narbonne, avec un fort potentiel sur Narbonne, et nous essayons de partir avec les personnes que je rappelle, car je vous rappelle que nous sommes constitués que de volontaires. Donc il faut que les gens puissent venir. Certains peuvent le faire directement, certains sont obligés de demander à leur employeur d'avoir un peu de temps. Pour venir jusqu'à Trèbes, il faut passer par des routes. Le maire vous a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'agglomérations aux alentours, de villages aux alentours qui ont été touchés. Et touchés, vous verrez des photos, où on s'aperçoit que non seulement des maisons ont été détruites, des parkings inondés, mais vous avez des ponts qui ont été emportés. Donc, ça vous donne une idée. Ensuite, des infrastructures. Là, c'est le port complètement détruit. On ne peut pas passer. Sur le pont de Carcassonne, il y a peut-être 40 à 50 cm de boue. On ne peut pas passer. Et pourtant, il faut bien que nous passions de l'autre côté, parce qu'il y a des gens encore à secourir. Alors on peut se poser une question, et c'est ma deuxième interrogation. Comment se fait-il qu'au petit matin, quand j'arrive à 9 h, des gens sont encore en situation de détresse? Tout simplement, vous allez voir sur une des photos, il y a une mamie, elle est sourde. Les pompiers font leur reconnaissance. Parfait. Frappe à la porte, ça ne répond pas. On ne casse pas une porte si ce n'est pas nécessaire, donc on repart. Mais la mamie, elle est dedans. Et ça, personne ne peut le prévoir. Et la mamie, on va la récupérer un petit peu plus loin. On a la chance, nous aussi, de pouvoir participer au COD. On est appelé tout de suite, et là, on commence à avoir des informations un petit peu plus précises. Je vois l'ampleur, et bien sûr, je demande à ma fédération de solliciter les autres associations départementales de protection civile pour venir en renfort, car on sait que c'est immédiatement qu'on a besoin de monde, mais après, quand tout le monde va se retirer, on va avoir besoin des associations agréées de sécurité civile pour assurer tout ce que l'on va regrouper sous le terme de résilience. Voilà ce qui arrive de renfort d'un peu partout en France. C'est quand même 25 départements, vous le voyez, et ça fait un bon paquet de personnes, je le rappelle, qui sont des bénévoles. Voilà la mamie. Voilà la mamie, il a fallu la dégager. On ne peut pas arriver sur place, on ne peut pas passer le pont, on ne peut pas se trouver sur le parking où vous avez vu les bateaux. Donc on est obligé de faire cette évacuation avec la mamie sur le dos. Elle est complètement sourde. Elle est crottée jusqu'à la tête. Et derrière, vous voyez sa porte est coincée par son canapé qui a flotté et qui est venu coincer la porte. Donc elle ne peut pas sortir. C'est grâce à un journaliste que nous avons su qu'il y avait quelqu'un là, parce qu'elle était revenue au premier étage pour nous appeler. Vous avez vu ? Bon, voilà, ça c'est une partie de notre équipe. On peut passer. Équipe qui, bien sûr, fallait la loger. Alors, dans un premier temps, les renforts qui sont venus, j'ai pu les installer dans la maison, une maison, le palais, en fait, de Narbonne, où le maire de Narbonne avait mis à notre disposition ce palais du travail, avec un parking et tout. Certains ont dormi à la protection civile, puisque j'ai la chance à Narbonne d'avoir des locaux assez importants. Mais après, il a fallu, parce que ça fatigue, il faut de la route, rapidement le maire de Trèbes nous a proposé d'utiliser le dojo de la ville, qui était au sec, et qui nous permettait de regrouper toutes nos forces, et surtout de ne pas perdre de temps dans le transport, et de ne pas fatiguer les effectifs par un transport supplémentaire, après avoir raclé la boue pendant quelque temps. Voilà, tout ça, ce sont le matériel que nous mettons à disposition. Et ça, je parle, surtout en m'adressant à messieurs les officiers de sapeurs-pompiers, vous savez que nous avons des moyens que nous pouvons mettre à votre disposition. On a mis à disposition des lipicots. Sur des feux de forêt, par exemple, dans le 66, on m'a demandé des lipicots. J'ai amené des lipicots. Dernièrement encore, les cadets qui allaient à Digne n'avaient pas de tente et pas de lipico. J'ai fourni ces lipicots. Mais bien plus
habituellement, on peut intervenir en vous fournissant des couvertures, des lits, des pompes, autant de choses qui vous feront défaut après pour le travail de tous les jours. Puisque le problème des sapeurs-pompiers, c'est qu'il faut assurer le lendemain, le surlendemain, et là aussi, bien souvent, ce sont des volontaires qui sont obligés de repartir. On s'est doté de matériel lourd. Nous avons, et je vous le dis aussi, messieurs les officiers, à disposition à Orléans des lots lourds pour intervenir, et à Narbonne également, nous sommes constitués de lots lourds pour intervenir. Alors le lourd, ça veut dire 1000 lits picots, ça veut dire des lits, des SNOG, des lits catastrophes, on en a 400, ça veut dire 2000 couvertures de survie tout de suite en stock, ça veut dire 500 couvertures polaires. Les tronçonneuses, je ne les compte pas, hein, vous imaginez un petit peu. Tout ça, c'est à votre disposition si vous en avez besoin. Et quand je dis à la disposition des officiers, c'est aussi à la disposition des mairies qui peuvent nous solliciter. Pour gérer tout ça, on est obligé, vous voyez, 481 interventions, 567 personnes prises en charge. Ben, tout ça, ça nécessite bien sûr une organisation. Donc il nous faut un PC. On a eu un PC qui s'est mis tout de suite en place aux arènes de Trèbes parce que c'était le seul endroit où on pouvait se poser. Et ensuite, quand on a commencé à se dégager, on a mis un second PC à la mairie de façon à être au plus proche des responsables locaux. On nous a demandé autre chose aussi, et c'est là où l'engagement est encore plus vaste. Le SAMU ne pouvait plus fournir des VSAB, parce que, enfin les pompiers ne pouvaient plus fournir au SAMU des VSAV parce que tous les pompiers étaient engagés sur les inondations. On parle de Trèbes, mais le maire l'a dit tout à l'heure. On a Saint-Hilaire, on a Bouillonnac, on a beaucoup d'autres communes où toutes les forces départementales et de renfort sont engagées. Donc il a fallu que nous pallions à cette carence d'ambulances et nous avons fait je ne sais plus combien d'interventions à la demande du SAMU, y compris sur l'ensemble du département, puisque les renforts pompiers venaient de toutes les communes de notre département. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que pendant que nos effectifs font du SAMU, ben, ils ne sont pas autre part. Voilà. On va continuer. Autre chose à gérer. Les dons. Personne ne pouvait assurer cette réception des dons. À titre d'exemple, je vais vous dire qu'une salle comme celle-ci a été remplie à Carcassonne dans un premier temps de dons en couverture, en matériel, en meubles. Bon, là, ça, c'est notre petit hangar de Narbonne. À Carcassonne, on a été obligé d'ouvrir un hangar auprès de l'aéroport. L'aéroport qui était déjà bien occupé, puisqu'il y avait des matériels qui venaient, notamment, je pense, à de l'eau. Et à Narbonne, nous avons eu 2 hangars complètement pleins qu'il a fallu gérer, trier, parfois jeter, parce qu'on ne nous a pas donné que des belles choses. Les gens ont cru que c'était un vide-grenier. Mais voilà tout le matériel que l'on a reçu, avec parfois des élans surprenants. Vergès, la source Perrier, nous a offert un semi-remorque, 24 palettes d'eau gazeuse. Alors je dois vous dire qu'on n'a pas eu trop de succès avec, parce que les sinistrés souhaitaient surtout de l'eau plate, mais c'est un geste. Andros, Bonne Maman, toutes ces maisons nous ont offert de quoi tout de suite alimenter, notamment les CCAS qui en avaient besoin. Et bien sûr, la chose importante, ça a été les pâtes italiennes qui ont été amenées, Barilla, qui nous a apporté un semi-remorque. Alors, geste d'autant plus joli qu'ils ont refusé qu'on fasse toute communication là-dessus. Ils ont fait des photos pour eux, mais ils n'ont pas voulu qu'on en parle. Donc vous êtes dans la confidence maintenant. Barilla fournit des pâtes aux sinistrés. Et puis bien sûr, tout ce qu'il nous fallait, les établissements de bricolage nous ont fourni des serpillières, des balais, des raclettes, tout ça, c'est important, mais il faut
en avoir en nombre important, car l'avantage d'avoir un PC sur site, c'est comme l'a dit Monsieur le maire, des personnes viennent pour dire ben, moi je suis prêt. Ben, écoutez, si vous êtes prêt, on va vous mettre dans une équipe. Vous avez des balais là, vous avez des bottes aussi, parce que parfois il y en a qui viennent avec des espadrilles. Hein. Vous avez des bottes là. Alors c'est la maison L'Aigle hein, qui nous avait donné des bottes. Vous avez des bottes, vous avez des raclettes, vous avez des balais, vous avez des seaux, et vous allez partir avec telle équipe. Parce que bien sûr, l'intérêt, c'est l'encadrement. Alors, pour que ces personnes bénéficient Oui. Alors, pour que ces personnes, je serai rapide, pour que ces personnes bénéficient d'une garantie, nous les inscrivons, nous, sur notre logiciel, de façon à ce qu'ils deviennent collaborateurs occasionnels du service public et qu'ils puissent bénéficier ainsi de la couverture normale en cas de pépin. Voilà une équipe prête à partir à côté de notre PC, par exemple. Ça se passe sur le parking des Arènes. Voilà. Toujours les équipes. Ah oui, on va parler de solidarité un peu, parce qu'on a parlé bien sûr de tous les pompiers volontaires. Mais il y avait aussi toutes les associations agréées de sécurité civile, Croix de Malte, Croix-Rouge, FSSS et tout ça. Et aussi, on a eu, pour trier les dons, on a eu l'apport des scouts de France. Et je vous assure que 400 jeunes qui arrivent comme ça pour nous aider, en tournant, ça nous aide beaucoup pour le tri. Et dernière chose à dire, après je me tais, c'est que c'est la première fois que nous avons pu mettre en place la convention qui nous lie avec l'Espagne. Des secouristes espagnols sont venus de toute la Catalogne pour nous donner un coup de main. C'était une première pour nous, pour notre région, c'était une première. Malheureusement, il a fallu qu'ils nous quittent au bout de 3 jours parce qu'ils sont passés en vigilance rouge chez eux. Donc, ils ne pouvaient pas rester. Merci de votre attention et moi aussi, je serai prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Je vous propose de laisser les chiffres clés